À plusieurs égards. Tout d'abord parce qu'il s'inscrit dans la célébration du 90e anniversaire de notre maison, mais surtout par la qualité des deux intervenants, notre ami le professeur Higuchi, membre de l'Académie du Japon et ancien président de la maison franco-japonaise, et le professeur Olivier Beau, éminent juriste de l'Université Paris II et éditeur des œuvres de René Capitan. Ils vont débattre ce soir sous le regard bienveillant de M. Mignola, qui s'est beaucoup investi dans la préparation du débat et que je remercie pour cela. Parmi les 25 personnalités qui ont occupé le poste de directeur français à la maison franco-japonaise depuis 1924, René Capitan est sans aucun doute le plus illustre et aussi l'un de ceux dont la contribution a été la plus marquante pour notre maison. De par son parcours politique, je rappellerai juste qu'il a côtoyé Léon Blum dans le gouvernement de 1936, qu'il s'est engagé dans la résistance aux côtés de Gaulle, et qu'il a participé ensuite au premier gouvernement de l'après-guerre comme ministre de l'Éducation. Donc par ce parcours politique exceptionnel, il avait naturellement une stature, une envergure, lorsqu'il a pris ses fonctions donc ici à la maison franco-japonaise en 1957. Et il avait aussi, d'après ce que je peux en savoir pour avoir consulté les archives de la maison à son propos, de grandes ambitions pour cette maison à la fin des années 50, et il l'a considérée, selon ses propres termes, et je cite, comme une sorte d'UNESCO franco-japonais. L'UNESCO a été créé en 1946, donc c'était juste 10 ans plus tard. Et il a mis en œuvre de grands projets lors de son mandat. Je citerai juste la création de 5 sociétés savantes franco-japonaises, en sociologie, en histoire, en économie, en néocéanographie, et bien sûr en droit, donc avec la création de la Société franco-japonaise de sciences juridiques. Il a lancé aussi un grand travail collectif qui est le dictionnaire historique du Japon, dont le projet donc, a été lancé en 1958, et qui a duré une trentaine d'années, et qui est une contribution majeure à la connaissance du Japon en langue française. Et puis, dans le domaine de la recherche, il a permis la création d'un accord entre le CNRS, qui à l'époque était une jeune institution, née après la guerre, et le journal Yomiuri, pour des échanges de chercheurs entre nos deux pays. Capitan a quitté le Japon en 1960, après l'inauguration du nouveau bâtiment de la maison, que beaucoup d'entre vous, je pense, ont connu à Ochanomizu, inauguration pour laquelle André Malraux, devenu récemment ministre de la Culture, qui est aussi un autre grand républicain de gauche, avait fait le déplacement au Japon. Ce soir, nous ne sommes pas là uniquement pour parler du travail de Capitan comme directeur de la maison franco-japonaise, mais nous sommes réunis surtout pour examiner sa contribution en tant que juriste. Et vous le verrez, ce n'est pas seulement un travail d'histoire, mais aussi une mise en perspective, notamment au regard de la question de la Constitution, dont les deux intervenants sont des spécialistes. Et je voudrais, juste pour terminer ce mot d'introduction, citer quelques phrases, si on peut avoir le PowerPoint, voilà, de Capitan, qu'il a lu le 14 décembre 1957 à la radio NHK sur la nouvelle génération japonaise, ce qu'il appelle la nouvelle génération japonaise. Et je lis donc cette citation: son goût, donc le goût de cette génération, des choses françaises, c'est son dégoût de la politique et de la philosophie qui ont naguère entraîné le Japon dans le sillage de l'Allemagne hitlérienne. C'est aussi le signe que la civilisation américaine
ne suffit pas à répondre à ses aspirations. Et la faim, c'est aussi un bon signe pour la paix. Et puis il ajoute, c'est un bon signe pour la France, qu'il en soit ainsi, en dépit de la crise chronique qui paralyse sa politique. Donc c'est en 57, c'est avant la mise en place de la Constitution de 58, les spécialistes en parleront beaucoup mieux que moi. Et je crois que cette citation exprime de manière très juste le contexte intellectuel de cette fin des années 50 au Japon. Pour terminer, je voudrais remercier les personnes qui ont permis l'organisation de cette soirée. Le professeur Yamamoto Hajime de l'université de Keio, qui s'est mis tout au fond de la salle, je ne sais pas pourquoi, qui a permis donc d'inviter au Japon M. Beau, on en remercie vraiment beaucoup, et pour sa collaboration, la Société franco-japonaise de sciences juridiques, donc, dont le président, le professeur Kitamura, également présent parmi nous ce soir. Donc je laisse tout de suite la parole à M. Miura, donc, qui sera le maître de cérémonie. Merci. ありがとうございます、マーケさん。特にこの、カピタン先生の、ジュネス・ジャポネーズ、戦後のジュネス・ジャポネーズがなぜフランスを求めているかという分析ですね。これ、我々にとって非常にもうピンとくる言葉ですね。はい、この日仏会館では春秋講座といいまして日仏の知識人のビッグ対談を毎年組織しております。第1回は2001年の6月にですね、カリブ海マルチニックの作家思想家のエドワー・グリースさんと雑種文化論で知られる加藤修一の対論、グローバリザーション・エ・クレオリザーションでした。でこのクラッシュ・オブ・シビライゼーションズというロジックを打破するための文明間対話でした。しかしその数週間後にですね、ご存知の通りニューヨークで 9.11 が起こったわけです。だから私にとっては忘れることができません。その後樋口先生がこの春秋講座で登壇された前回、それは2008年の12月ジャンピエ・シュベルマンとの対論でした。これは50 ans de la 5e République ということで、このレピュリックに関するテーマでの議論でした。それはまさに加藤修一が12月5日に亡くなって数日後のことでした。だから我々はいわば喪に服している中で樋口シュベルマン対談が行われたということを、ちょっと思い出さざるを得ません。その記録はこのような形で共和国はグローバル化を超えられるかという本にして、出しております。これとてもいい本ですのでお勧めいたします。それで、今日はですね、今マルテさんからご紹介がありましたのでもう前置きは省きます。このルネ・キャピタンへのオマージュということで日仏2人の憲法学者に、このカピタンの業績というものを振り返っていただく。で樋口さんのことはご紹介 しません。オリビエ・ボー先生は今スライドに、スクリーンに上がっているような、この著作たくさんあるうちの3つだけ選びましたけれども、パリ第2大学アッサス、ごめんなさい、パンテオン・アッサス、パリ1とパリ2に法学部が分かれているわけですけど、パンテオン・アッサスの教授で、あられます。で特に、このこのボー先生、ごめんなさい、キャピタン先生の形骸に接することはなかったけれども、最も、キャピタン先生の、書いたものを発掘し出版し高く評価している先生で、あります。で次に、この司会としてですね、今日の、このルネ・キャピタンについて2つのキーワードをご紹介させていただきます。説明はいたしません。一つはゴリスト・ドゥ・ゴーシュ、左翼でありそしてゴリストであるということ。もう一つはジュリスト・レピュリカン、共和主義の法学者という、形容詞ですね。これは、オリビエ・ボー先生がキャピタンについて、
書いた論文のタイトルです。ルネ・キャピタン・ジュリス・レピュリカン。このレピュリカンという言葉の意味についてはですね、このお二人のお話の中から出てくると思います。レピュリカン、アンティファシスト、アンティコロニアリスト、ジャレティア・プレスク、アンティキャピタリスト、そういう意味での、レピュリカンのジュリストであると、法学者であると。この2つを、頭に留めて、これからのお話を、聞いていただければと思います。お話は3部に分けます。第1部はカピタン、皆様ご存じないでしょうか。私もつい最近知ったばっかりで、カピタンとは一体誰なのかというお話をお二人からしていただきます。次にフランスの憲法思想の中でルネ・キャピタンはどういう位置にあるのか。第3にカピタン理論あるいはキャピタン思想に照らして今のフランス、今の日本はどのように分析できるのか。もちろん批判的な分析が出てくるでしょう。こういう3部構成でお話を進めていきたいと思います。これがキャピタン先生の写真いくつかを選びました。では早速某先生から第1部のですね、ルネ・キャピタンとは誰かというお話をしていただきたいと思います。で、このスクリーンに映しているのはオリビエ・ボー先生が戦前のカピタンの書かれたものをなんと2004年になってですね、2つの著書と、本にまとめて出版されたわけであります。では、ボー先生お願いします。Merci, M. Mira. Je voulais d'abord remercier M. Aramoto qui m'a fait venir au Japon. Ensuite, remercier très sincèrement aussi la maison franco-japonaise et son directeur français, M. Marquet, d'avoir organisé ce colloque. Et je remercie encore M. Mira d'avoir, à Paris, d'avoir pris le temps de venir me voir pour qu'on discute de cette soirée. Et puis je finirai ces propos introductifs en disant le grand plaisir que j'ai de retrouver ici à Tokyo le professeur Iguchi. Alors, concernant la vie de René Capitan, je vais donner des indications biographiques, mais qui sont importantes pour comprendre l'importance du personnage. D'abord, il est le fils d'un grand professeur de droit civil, Henri Capitan, et il est devenu lui-même professeur agrégé en droit public. Son père était de droit privatiste, lui est devenu agrégé de droit public. Et il est devenu, assez rapidement, il est apparu en droit public comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Sa thèse de doctorat, qui s'appelait « Sur l'illicite » 1928, laissait entrevoir une personnalité scientifique de premier plan, qui se mouvait à l'aise tant dans le domaine de la philosophie du droit que dans le droit public ou le droit privé. Sa conception du droit le conduisait à privilégier les sources du droit tirées du milieu social et à faire donc, dans la foulée de sa thèse, l'apologie de la coutume constitutionnelle et du droit non écrit, dans 2 articles qui ont fait date. Cette théorie du droit était donc appliquée très vite par son auteur à ce qui deviendra son champ de prédilection, le droit constitutionnel. Affecté à l'université de Strasbourg en 1930, René Capitan y restera jusqu'en 1939. Il y enseigne principalement le droit constitutionnel. En 1933 et 1934, il passe une année en Allemagne, à Berlin, principalement, après avoir obtenu une bourse de la fondation Rockefeller. Il voulait écrire un livre sur la chute de la République de Weimar, mais comme il assiste en témoin à l'instauration du régime nazi, il profite de son séjour pour alerter ses compatriotes français sur le danger nazi. Il existe désormais une trace écrite de ses études grâce à l'édition d'un recueil de ses textes méconnus sur l'Allemagne hitlérienne face au nazisme. Ce texte révèle la qualité et la justesse de son témoignage. L'étude combinée de l'idéologie nazie, du droit positif et des réalités politiques ou sociales lui a permis de diagnostiquer la dimension totalitaire du régime et, avec une grande prescience, la marche inéluctable de l'Europe vers la guerre. Malheureusement, ces appels à la vigilance ne furent pas entendus,
alors même qu'il participa au cabinet de Léon Blum en 1936, où il fit une apparition éclair en raison de l'hostilité de Jules Mock, le directeur de cabinet du Premier ministre socialiste. Il présida, à partir de 1937, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes de la région strasbourgeoise. Les cours qu'il donna sur l'Allemagne au Centre d'études germaniques de Strasbourg lui donnèrent l'occasion de connaître en tant qu'auditeur de son cours le maréchal Delattre de Tassigny, qui le mit probablement en contact plus tard avec le général de Gaulle. Parallèlement, au cours des années 30, il devient un observateur attentif de la Troisième République et il publie des monographies de qualité dans lesquelles il tente de diagnostiquer le mal du parlementarisme français et de proposer des remèdes pour le sauver. Et je vous renvoie à ses écrits d'entre-deux-guerres qui recensent tous ces textes. Son interprétation de la Constitution a pour double caractéristique de privilégier l'étude de la pratique constitutionnelle et de réintroduire l'analyse des idées politiques dans le domaine du droit constitutionnel. Il fait partie des réformateurs modernistes qui veulent renforcer le pouvoir exécutif et réactiver le droit de dissolution pour combattre la souveraineté parlementaire. Dès cette époque, derrière le juriste théoricien, pointait le citoyen désireux de s'engager dans la vie de la cité. C'est la guerre de 1940 qui lui donnera cette occasion. Muté sur sa demande de l'université de Strasbourg à l'université d'Alger, il s'engage dans la résistance et dans le groupe de combat, participant aussi par la plume à la lutte contre Vichy. C'est à partir de là que son destin bascule, puisqu'il va devenir l'un des plus fidèles, quoique turbulent, lieutenant du général de Gaulle. Il est nommé le 9 novembre 1943 commissaire à l'éducation au sein du Comité français de libération nationale. Puis il devient le 4 septembre 1944 ministre de l'éducation du gouvernement provisoire de la République française. Le virus de la politique l'avait saisi et ne le lâchera plus. Il alternera diverses fonctions politiques, soit au sein du Rassemblement du peuple français, le parti gaulliste d'opposition, soit plus tard en tant que député, conseiller municipal et de nouveau ministre sous la Ve République. L'époque de la IVe République marque un creux dans sa carrière universitaire, car il y fut accaparé par les tâches politiques au sein du Rassemblement du peuple français. Il écrit de moins en moins et il est marginalisé par son appartenance au RPF. Il fut membre de la première Assemblée nationale constituante, député d'Alsace, où il s'opposa au premier projet de constitution, et député de la Seine de 1946 à 1951. Il est aussi président du groupe parlementaire qui est l'émanation du RPF, le Rassemblement du peuple français, à l'Assemblée. Toutefois, devenu officiellement professeur à la faculté de droit de Paris en 1954, il marque ses élèves par ses cours de doctorat d'une grande qualité. Il frappe l'opinion publique en mars 1957 par un coup d'éclat en décidant unilatéralement de suspendre ses cours à la faculté de droit lorsqu'il apprend la mort de l'un de ses anciens étudiants algérois qu'il impute à la torture, l'avocat Ali Boumedjel. On a su depuis lors que c'était le général Ossarès qui l'avait tué, le faisant basculer de la fenêtre d'un immeuble d'Alger. C'est la raison directe de son départ au Japon, où il dirigera avec le succès que l'on sait la maison franco-japonaise à partir de novembre 1957 et jusqu'à 1960. Le paradoxe est que quand le général de Gaulle revient enfin au pouvoir en juin 1958, René Capitan n'est pas à Paris pour participer à l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, rédigée par un comité d'experts. Il ne se privera jamais de dire qu'elle est une des plus mal rédigées de l'histoire constitutionnelle française. Rentré à Paris, il devient une sorte de légiste de la Ve République
lorsqu'il est élu en novembre 62, député à Paris, en tant que membre du parti Union démocratique du travail. Il devient alors président de la commission des lois de l'Assemblée nationale de 1962 à 1969 et il fait preuve d'une intense activité parlementaire. Il appartient au petit groupe des gaullistes de gauche qui, avec Louis Vallaud et Léo Hamon, essaie de concilier gaullisme et progressisme au sein du parti gaulliste, Union pour la Nouvelle République. Sa grande cause pour laquelle il milite, et qui indispose tant le Premier ministre Georges Pompidou, est l'association du capital et du travail. En tant que juriste à l'Assemblée nationale, il est l'auteur de plusieurs rapports parlementaires dans lesquels il défend des doctrines qui portent son nom et dont le dénominateur commun est de défendre une interprétation de la Constitution qui promeut le principe de la démocratie. Par exemple, le droit à l'autodétermination des peuples anciennement colonisés. Il achève sa carrière politique en étant garde des Sceaux de 1968 à 1969 jusqu'à la démission du général de Gaulle. Il l'imite en démissionnant de son mandat ministériel. Virulent adversaire du nouveau président de la République, Georges Pompidou, cet enfant terrible du gaullisme est désormais isolé. Déjà atteint par une crise cardiaque en 1968, il meurt le 23 mai 1970 à Suresnes, à côté de Paris. Il y a donc bien deux vies chez René Capitan, celle d'avant-guerre où le premier Capitan excelle dans la production doctrinale, et la seconde où le second Capitan devient le juriste consulte du gaullisme. À chacun de décider celui qui lui paraît le plus intéressant, de l'auteur ou bien de l'acteur, mais on ne saurait facilement oublier la trace qu'a laissé ce juriste surdoué et ce citoyen irréprochable. ボー先生ありがとうございます。ホメキャピタンとドゥーゼルキャピタン、この際立った、なんていうんですかね、コントラストが大変印象的であります。では、樋口先生、お願いいたします。今日ここで某教授と対論の機会に恵まれましたことを何よりの喜びとしております。第一に、私は今日の主題のルネ・キャピタン先生の門弟であることを誇りにしてまいりました。第二に、その先生が熱意と愛情を持って育てられたこの日仏会館で先生を偲ぶということの特別の意味を感じるからであります。そして第三、キャピタン先生は先ほど某先生から紹介が適切な紹介がありましたように、第二次大戦中から戦後ドゥゴール将軍の同志たる政界の大物として活動されました。その先生の学者としての研究者としての面、とりわけ戦前の非常に独創的な研究業績に改めて光を当て、キャピタン理論再評価、フランスにおける再評価に決定的な役割をなさったのはまさに、他ならぬ某教授であります。そのご本人をお迎えでき、学問の継承と展開のプロセスの一端に私も参加する名誉を得たことを、老年の、幸せを深く感じている次第であります。三浦さんが、司会の三浦さんが提示してくださった3つの問題項目に沿って、時間の限度内で、不十分になると思いますけれども、その順序で発言することにいたしましょう。一つのエピソードから始めます。数年前、フィリップ・ポールフランス大使、当時のフランス大使とのプライベートな会話で、あなたが一番影響を受けたフランス人は誰だったのでしょうという質問を受けて、大部返しにキャピタン先生というふうにお答えしました。質問の趣旨はボルテール、サルトル、カミュというふうな
脈絡の答えを期待しての質問だったかもしれませんが、にもかかわらず私にとっさにキャプテン先生と答えさせたのは、先生の明快な言動と雄弁の破壊力、したがって、多くの政敵を作った有力政治家でありつつ、しかし非常にオープンマインド、開放的であって、天衣無縫と言いましょうか、天真爛漫と、申しましょうか、そういうお人柄が、私の若い時、まだ25歳ですから、最初に接触を控えるんですね。西欧知識人の魅力ある人間像を身をもって教えてくださったからであります。私がキャプテン先生に最初にお会いしたのは1960年3月、フランス政府給費留学生の選抜試験、口述試験の試験委員長と受験生という立場でした。何しろ当時は1回ごとに旅券を取らなければならない時代、円が自由に両替できない時代、しかも1ドルが360円もした時代です。ご承知のように戦前の萩原作太郎の詩がありますね、言葉がありますね。フランスに行くと思えどもフランスはあまり見通し、その歌ったその時代よりももっと敗戦後、フランスが遠くなった時代のことです。守備力難関のというのは自分で言うのはおかしいんですが、超難関の試験にパスした私は、その年1960年の秋パリに渡り、ちょうどパリ大学法学部の教壇に戻られた先生を指導教授として2か年を過ごすことになりました。講義を休まれることはほとんどなかったのです。しかし、皆さん想像されるように正解で超多忙だった先生です。それでも大学の廊下などでお会いすると「ブネーススワー今晩いらっしゃい」いきなり、声をかけてくださるんですね。こちらは暇ですから、ご自宅での夕食に、しばしば呼んでくださいました。大抵は大物の政治家とか同僚の大先生、そういう人たち10人とか12人、それぞれの婦人たちも含めた会食で、まだ20歳代半ばだった私と家内はもとより隅っこで、小さくなっている。時々上機嫌の先生の口から飛び出す日本についての質問に、おぼつかないながら答えなどをして、食卓の会話のマナーというべきものをおのずと教えていただいたものでした。1960年から62年にかけての私のパリ滞在中は、アルジェリア戦争の末期、そしてドゴール大統領の主導による独立を認めている、そういう大詰めの緊張に満ちた時代でした。アルジェリアのオートデテルミナション、人民自決のために熱弁を振るう先生は、極右勢力の格好の標的とされ、プラスチック爆弾でご自宅の玄関が爆破されたこともありました。お見舞いに駆けつけたことを思い出します。以前から先生の自国フランスの植民地政策に対する強烈な批判は一貫しておりました。さっき、王先生からお話があったように、1957年文科生だったアラブ人の弁護士が官憲の拷問によって消された事件が起こりました。それを自殺として偽装しようとする、そういう事件が直面した先生は、パリ大学の講義を停止して政府の回答を求めました。フランソワ・モリアックの日記「ジュルナール」はフランスの名誉を救った行為だ、先生の行為がですね、フランスの名誉をかろうじて救った行為だとして先生の言動を書き留めています。数々の場面で先生は自分の選び取った価値にあくまでも忠実でありつつにもかかわらず全てのものに対する異議申し立て、コンテスタションの精神を貫かれました。で、先生の態度の基本にあったのは、一貫して
不正、アンジスティスに対する不正への怒りであります。ナチスの占領を受け入れた自国 BC 政権への怒り、これが先生をレジスタンスに駆り立てました。そしてドゴールに結びつけました。政治家としての先生を先ほどもお話に出ましたように、ボイス・ドゥ・ボース、これを日本の新聞などはドゴール左派と呼ぶのが普通かもしれませんが、正しくは先ほどもお話に出たように左翼でかつ合理主義という呼ぶべきです。もとよりその際、左翼というのは日本語のニュアンスとは違います。フランス的意味のことです。何よりも1789年革命の精神を引き継ぎ、不正と差別への怒りにおいてラディカルであろうとする、その態度、それを左翼と呼ぶとすれば、先生こそ典型的な左翼にして合理主義ということでありました。先生のお写真が先ほどから出ております。私自身は皆さんにお示しする写真を持っていないのです。というのは2年も先生のお近くにいながら、あえて持っていないのは当時戦後10年を過ぎたばかりの頃です。日本から行く人たちが向こうで偉い人と会って並んで写真を撮ってお土産を持って帰ってくるという外流が一般でありましたのに対する怒りが私をそうさせたのであります。まあ思い起こすことは限りありません。この6月私コレージ・ドゥ・フランスの講義にフランスに参りましたとき、カピタン先生のお嬢様マリー・カピタン・塚原、ご主人の日本人の画家の方はお亡くなり、早い時期のお亡くなりになりましたけれども、マリーさんが、わざわざ私の講義に2度もお見えくださいましたし、それから共通の友人の家で、いろいろおしゃべりをする機会もありました。考えてみれば1960年以来の私の歩みパルクールを導いてくださったのはカピタン先生だという素敵な思いを申し上げて、この報告はご記入にいたします。終わりましたね。ありがとうございます。短い質問をさせていただきます。井口先生は1960年の秋から62年まで2年間パリに留学された。その後ですね、またフランスにいらしたのはいつですか？というのは、カピタン先生は1970年に亡くなられたわけですから、恩師のお葬式にはいらしてないんじゃないかと思うんですが。ですね、最初に2回目のフランス訪問をすることができたのは74年です。でこのドゴールがカピタン夫人に送った言葉というのを紹介していただけませんか？はい、マイク彼というのはもちろんカピタン先生です。彼と私の間にコンフィアンス、アミチエ、フィデリテですから、信頼、友情、そして、誠実さしかなかった30年の間というのは、1940年から70年ですね。1940年から70年、つまりレジスタンスの始まりからカピタン先生が亡くなるまでの30年、一貫して友情と信頼と誠実さのみが私たちの間をつないでいたというドゴール自身のカピタン先生の奥様に対するお悔やみの言葉です。これは亡くなった5月23日の翌日にドゴールが
マリー・テレーズ・カピタンへ送られた手紙、お悔やみの手紙の中の言葉です。でここで、depuis 30 ans ってあるのは、depuis exactement 30 ans ってことですね。左側の写真は1940年の6月18日の男というふうにドゴールは言われますけれども、それにすぐ、その前にすでにカピタンさんはドゴール将軍に会ってたと思いますが、この呼びかけに最初に派生さんじたのがカピタンだったということです。それで30年だということだと思います。では